Salam. Voilà pour moi le maître mot. Quelquefois, il ne faut pas aller très haut et très loin pour trouver l'essentiel. Salam, c'est la paix. La paix civile est pour le FFS l'objectif fondamental. Tant et si bien que la paix civile, c'est le bienfait suprême pour un individu, pour une société, pour une nation et pour le monde entier. Je crois que c'est banal de dire qu'un individu ne peut se développer librement que dans la tranquillité, dans la sécurité. De même, un pays ne peut s'épanouir, ne peut atteindre les sommets que si, d'abord et avant tout, lui sont garantis ces biens suprêmes que donne la paix civile. La paix civile, c'est aussi, c'est surtout les conditions qui permettent de la réaliser, de l'approfondir et de la consolider. Car il ne s'agit pas de paix des cimetières, il ne s'agit pas de la paix du goulag. Nous n'entrevoyons pas la paix de la torture. Nous voulons une paix qui ne comporte pas de crise, qui ne comporte pas d'affrontements entre citoyens, entre clans, bien sûr, mais une paix qui puisse véritablement durer. Or, un quart de siècle de gestion nous ont quand même permis de nous rendre compte que la paix est indissociable de la citoyenneté, c'est-à-dire de la possibilité pour les hommes et les femmes de l'Algérie d'exercer dans toute leur plénitude leurs droits démocratiques, d'assumer leur participation à l'édification d'un État de droit et de participer librement, sans contrainte, à la gestion de leur pays. Il y a donc une approche culturelle de la paix civile. Je pense qu'une véritable paix, une paix durable et profonde, une paix qui ne signifie pas seulement absence de violence, mais qui signifie solidarité, fraternité, c'est la paix que peut donner une démocratie vivante, une démocratie libre, une démocratie fervente, une démocratie responsable. Je crois que s'il y a une chose dont je suis fier, sans jouer au triomphalisme, et sans oublier que dans les crises du passé, quelque part, on est tous un peu responsables. Mais je dois dire qu'à la veille de l'indépendance, j'ai tout fait. Je me suis démené comme un diable pour qu'il n'y ait pas crise interne au sein des appareils du FLN et de l'ALN. Je crois que toutes mes interventions au sein des organismes dirigeants, de même que mon action individuelle, est allée dans le sens qui me paraissait absolument incontournable et élémentaire aussi, et fondamental, à savoir éviter qu'une crise s'installe. Une crise qui n'aurait pas manqué de déboucher sur des affrontements fratricides et sur un mauvais départ de l'Algérie indépendante. C'est dire qu'il ne suffit pas
de proclamer la paix civile comme principe, de crier un slogan pour que ce slogan se réalise, pour que cette paix se réalise. La condition sine qua non pour éviter le déraillement de la révolution algérienne en 1962, c'était de maintenir l'unité au sein de l'ALN, au sein du FLN et au sein de la population algérienne dont la lutte, je dirais, a triomphé à la limite, malgré l'insuffisance, quelquefois l'incompétence et surtout la division de ses dirigeants. Il fallait donc maintenir cette unité, ce à quoi je m'étais attelé. J'avais refusé qu'il y ait un congrès du FLN ou toute autre réunion importante, décisive concernant l'avenir de l'Algérie avant que nous soyons rentrés en Algérie même. Il ne fallait pas aller à Tripoli parce que je pressentais que le congrès de Tripoli allait devenir non pas un congrès positif qui allait préparer l'Algérie à affronter la phase de la construction, mais plutôt un aéropage où les clans et les individus se livreraient au jeu sans gloire des luttes de pouvoir. J'avais tout fait pour qu'il n'y ait pas cette réunion à Tripoli. C'était pour éviter la division que je me suis rallié au sein du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. La crise a eu lieu. Je pense qu'on n'a pas su mesurer la gravité d'un affrontement, les conséquences psychologiques d'une guerre fratricide. Et on n'a pas su éviter ce qu'il est convenu d'appeler la crise de l'été 1962. Il y a eu affrontement, du sang a coulé entre Algériens et cela a provoqué un véritable séisme de désespoir et de désorientation du peuple algérien. Je ne vais pas m'attarder sur un aspect historique dont je suppose peut-être que les jeunes Algériens et Algériennes qui constituent à l'heure actuelle plus de 60% de la population, je dirais peut-être plus de 75% si on donne comme limite d'âge 30 ans, je suppose qu'ils ne désirent pas que l'on revienne sur le passé, la crise de 62. Je voulais tout simplement leur livrer une information. Je ne suis pas venu faire de la propagande. Je ne veux pas vendre une salade partisane. Je viens simplement, j'essaye d'informer mes compatriotes. Et je pense que certaines informations historiques leur sont nécessaires. Elles le sont en tout cas pour moi, parce que j'ai maintenu le cap. Je suis resté fidèle, je pense, à ce principe de la paix civile. Puisque, après la crise, après les affrontements, j'ai accepté, malgré moi, de me faire présenter sur une liste unique aux élections devant élire une assemblée nationale constituante. Et ce n'est pas de ma faute si j'ai été élu, en quelque sorte, député à l'Assemblée nationale constituante. Je dois dire qu'à la suite de ma démission du GPRA, de tous les organismes dirigeants de la Révolution en 62, je m'étais promis à moi-même que jamais je ne reviendrai sur la scène politique au niveau dirigeant. Que j'avais eu le sentiment d'avoir fait comme tous les Algériens
et les Algériennes une partie de mon devoir à l'étape de la libération pour pouvoir assumer après la libération, dans l'Algérie indépendante, un métier qui me plaisait. Et ce métier, c'était faire du journalisme. Je m'étais promis cela. Mais je n'avais cessé d'être talonné par des délégations de l'intérieur. Je les avais renvoyées, ces délégations, dans un article récent publié par Algérie Actualité, fait par Boudiaf. Celui-ci a rappelé que j'avais refusé d'être membre du bureau politique, que j'avais refusé de rejoindre la direction pour les raisons que je vous ai dites, parce que en démissionnant, j'avais voulu donner l'exemple pour le retrait de tous les dirigeants. J'avais proclamé le principe du renouvellement du leadership. J'avais même écrit dans un article paru dans Guerre et après-guerre, publié par les éditions de Minuit, écrit ceci, que le véritable New Deal de la révolution algérienne, c'était le renouvellement du leadership. Je m'étais donc retiré dans ce but-là, et je voulais être conséquent. Mais lorsque on m'a pressenti, on m'a talonné pour être membre de l'Assemblée nationale constituante, on a évidemment fait valoir le fait que c'était peut-être là une chance pour l'Algérie de sortir de la crise, d'amorcer un débat politique et surtout d'aller dans le sens de l'établissement d'un état de droit. Eh bien, j'ai accepté d'aller à cette assemblée uniquement parce que je ne voulais pas que l'Algérie reste et s'enlise et s'englue dans la guerre civile. Un clan a gagné, ou deux clans ont gagné en 62, d'autres clans opposants s'étaient jurés de prendre leur revanche. Il fallait quand même que ce pays sorte de ces luttes de pouvoir au niveau des personnes et des clans et que l'Algérie se donne les institutions sérieuses, les institutions démocratiques. Or, qu'est-ce qu'une Assemblée nationale constituante? C'est toutes les espérances de plusieurs décades d'Algériens et d'Algériennes nationalistes qui avaient lutté pour que s'instaure en Algérie un climat permettant l'élection d'une assemblée souveraine, pour que la parole revienne au peuple algérien, pour que la souveraineté du peuple algérien puisse, une fois dans l'histoire, après 130 ans de colonisation, elle puisse se donner les choix, les options et la constitution qu'elle désire. La constituante était un vrai symbole, je dirais le symbole du nationalisme algérien. Les patriotes algériens, pendant des années, et en tout cas depuis 1945, s'opposaient au colonialisme, à ces réformes, en disant contre tout statut, la parole au peuple, contre tout statut octroyé, élection libre d'une assemblée nationale constituante. Je me rappelle de ces écrits sur les murs par des militants qui souvent écrivaient les N et les S qui sont dans constituante à l'envers, à la russe. Mais dans la conscience des militants, dans la conscience de l'opinion algérienne, c'était le symbole d'un retour à la vraie souveraineté, c'est-à-dire au peuple algérien, c'est-à-dire un peuple n'est pas désincarné, à la souveraineté des individus, des Algériens et des Algériennes. J'ai donc joué le jeu, je dois dire que j'ai fait aussi un calcul élémentaire. Si j'avais renoncé à toute activité politique, si j'avais renoncé à m'assumer en tant que député, que j'avais fait du journalisme, je me disais, dans un régime
où aurait triomphé le principe policier de la dictature, que resterait-il du journalisme? Je ne pourrais pas exercer mon métier, donc il fallait se battre à un niveau qui me paraissait un niveau stratégique, celui qui devait donner à l'Algérie une constitution. C'est dire, et je reviens à mon credo, au credo du FFS qui est celui de la paix civile, c'est dire que cette paix civile est intimement liée à un ordre politique, à un ordre constitutionnel. Il n'y a pas 1000 chemins qui se présentent, qui s'étaient présentés au pays nouvellement indépendant. Ou bien le principe qu'on appelle en droit constitutionnel le principe policier, c'est-à-dire celui du contrôle de la population, ce contrôle d'ailleurs pouvant être assuré aussi bien par l'argent que par l'armée que par la police, mais on l'appelle principe policier, ou le principe démocratique. Or, l'Algérie était trop belle pour nous, trop belle pour l'opinion internationale, qu'on ne pouvait pas envisager qu'elle ne choisisse pas le principe d'un ordre démocratique. Je me suis donc battu au sein de cette assemblée pour que la tâche qui avait été confiée aux électeurs, par les électeurs et les électrices à cette assemblée, soit conduite à bonne fin. Il est évident, j'ai joué le jeu d'un ordre constitutionnel, d'un ordre démocratique. On m'a fait le reproche, du côté des révolutionnaires entre guillemets, d'avoir choisi comme forum d'expression l'Assemblée nationale constituante au lieu de choisir le parti. Alors que c'était au sein du parti, disait-il, que se jouait l'avenir des institutions. À quoi je répondais que dans ma vision politique, ce qui importait à l'Algérie, c'était un débat d'idées, c'était un débat d'opinion, et l'Assemblée me paraissait le lieu privilégié pour que, à propos de tous les problèmes qui se posaient à l'Algérie indépendante, on puisse associer le peuple algérien. Encore fallait-il qu'il y ait décantation déjà au niveau de l'Assemblée. Je dois dire que j'ai joué le jeu très loyalement. Je ne suis pas allé au palais Zéro Youssef avec un clan. J'ai tout fait pour aller à titre individuel. Je pourrais dire que je n'ai pas hésité à jouer mon titre. Ce qui m'importait, c'était la légitimité démocratique. C'était participer à la création d'une légitimité démocratique. Le fait d'avoir été, à tort ou à raison, un historique, entre guillemets, n'était pas un problème. J'avais joué loyalement. Malheureusement, au sein de cette assemblée, on m'a reçu comme un adversaire politique. Je dirais comme un ennemi, parce qu'à toutes les initiatives que je prenais, on me répondait par des scrutins à main levée. Ce qui fait que chaque fois j'étais battu au scrutin, chaque fois que je proposais quelque chose au sein de cette assemblée. Et les lois cadres, les 2 seules lois cadres que j'avais déposées dans cette assemblée ne sont jamais venues en discussion. J'ai donc préféré m'en tenir à l'honneur de citoyens algériens plutôt qu'à l'amour-propre de se faire battre sur commande. Mais je pense que ce qui pourrait servir à l'opinion algérienne de point de repère, c'est la discussion qu'il y a eu
sur le premier budget de l'Algérie. Il n'y a pas eu une grande discussion puisque le budget a été confectionné à la hâte et imposé à l'esbrouf à l'Assemblée. Tout ce qu'on a pu faire, c'était à la dernière minute d'exprimer notre révolte contre le fait que l'Assemblée n'avait pas été saisie d'un projet de budget. En tout cas, personnellement, j'avais proposé un amendement au budget de l'intérieur. J'avais demandé à ce que 4 milliards de dinars soient enlevés, déduits du budget, du projet de budget alloué au ministère de l'Intérieur pour les consacrer à la formation professionnelle des anciens moudjahidines. Et j'étais parti d'une information que je venais de recevoir le matin même à l'Assemblée nationale. Dans l'explication que j'ai donnée à l'Assemblée en intervenant, j'avais répété les termes des anciens moudjahidines venus me dire ceci: on nous propose de nous envoyer en stage de formation policière, et celui qui nous propose ce stage, c'est un ancien inspecteur de la police coloniale. Je leur ai cité ce fait, mais pour en arriver à dire ceci, que tout compte fait, ces 4 milliards devraient être consacrés à donner une formation professionnelle aux anciens moudjahidines, à ceux d'entre eux qui voudraient être des citoyens actifs, qui choisissent, en plus d'avoir accompli leur devoir au cours de la libération, donner l'exemple qu'ils veulent un métier, qu'ils veulent être productifs, qu'ils s'inscrivent dans la perspective du développement de leur pays. En disant, tout compte fait, qu'un métier qu'ils apprennent d'une manière compétente leur rendrait plus d'honneur qu'une responsabilité politique, par exemple, à laquelle ils n'avaient pas été préparés et dont l'exécution pourrait se retourner contre eux, faute de compétences ou faute d'apprentissage. Là-dessus, sur cet amendement, évidemment, j'ai été mis en minorité après l'intervention de Boumedienne qui dit, bien sûr, nous savons la nécessité d'un développement économique, mais d'abord et avant tout la sécurité. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord. J'ai eu la possibilité de répondre à Boumedienne en disant, d'accord pour la sécurité, d'accord pour l'ordre, mais quel ordre? Où vous choisissez l'ordre policier? Et à ce moment-là, aussi longtemps que vous mettez des policiers, il vous faudra des policiers. Le recrutement appelle d'autres recrutements. Si le but est de contrôler la population, vous n'aurez jamais assez de recruter des policiers. Mais si au contraire, l'ordre se fonde sur la confiance des masses par rapport à l'autorité, sur le rétablissement de liens de fraternité entre les Algériens, à ce moment-là, le problème qui se pose, le problème de l'ordre se pose autrement. C'est celui de la participation des Algériens et des Algériennes à l'édification de leur pays. C'était, à mon avis, un point de repère intéressant qui pouvait montrer qu'il y avait deux conceptions de l'ordre, de la paix civile, celle qui veut tout régenter, tenir les gens tranquilles, les contrôler, contrôler leur expression, contrôler leur opinion, voire contrôler leur pensée, c'est-à-dire un ordre à la limite et à plus ou moins long terme totalitaire, ou alors un ordre démocratique qui se fonde sur le respect des individus, sur leur participation et sur l'adhésion normale et profonde des citoyens à leur État. Malgré les conditions discutables de l'élection de l'Assemblée nationale, il faut dire que nous avions en 1963 la chance et la possibilité de doter notre pays d'une constitution qui aurait été la constitution de tout le peuple algérien. Je dirais que l'unité du peuple algérien,
pouvait se faire autour de cette Constitution. Et qu'est-ce qu'un État de droit, sinon le fait qu'une Constitution soit soutenue par tous les citoyens et citoyennes. Cette Constitution n'était pas seulement le symbole, l'incarnation ou la concrétisation de plusieurs décades de lutte politique, elle pouvait également représenter des espérances sociales. Grâce à un État de droit, on pouvait éviter que des Algériens soient exclus socialement. On pouvait éviter que les options économiques soient prises au bénéfice d'une catégorie sociale. La liberté de la presse aurait pu empêcher que des erreurs se commettent ou qu'on persévère dans des erreurs. Malheureusement, cette chance a été compromise. L'Algérie s'est vue imposer une constitution. Et aujourd'hui, que se pose? Heureusement, le problème d'une ouverture politique en vue de créer en Algérie un État de droit, de permettre la libre expression, la libre organisation des Algériens et des Algériennes, le problème de la paix civile revient comme un véritable credo. Il faut que la paix civile soit maintenue. Il ne suffit pas, et je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure, de crier paix civile. Il faut en réaliser les conditions. Car, qu'est-ce qu'une paix civile si la crise alimentaire, la crise économique frappent toujours les mêmes catégories sociales qui sont de plus en plus nombreuses? Qu'est-ce que une paix civile où des Algériens et des Algériennes qui parlent une autre langue, la leur, mais pas la langue reconnue, se sont exclus? La condition sine qua non pour que tous les Algériens et les Algériennes se sentent partie prenante d'un projet politique, c'est d'abord qu'ils ne se sentent pas exclus. Plus les Algériens se sentent respectés dans leur personnalité, dans leurs opinions, dans leur volonté de participation, plus grande sera leur adhésion à ce projet politique. Je dis donc que le Front des forces socialistes aura pour préoccupation majeure d'éviter la violence, de dénoncer toute espèce de recours à la violence pour résoudre les problèmes politiques. Je pense que ceux d'entre nos compatriotes qui sont attentifs aux moindres signes de tolérance et de respect ont dû remarquer que lors de la conférence de Londres entre Ben Bella et moi, où nous avons fait une déclaration réclamant des institutions démocratiques, j'ai dû apporter une mise au point à un propos de Ben Bella qui rejetait la violence sur les autorités. Je ne conteste pas ici son argumentation, mais j'ai tenu à dire, pour ma part, que la conférence était une déclaration de paix en Algérie. Et que pour nous retrouver, pour qu'il y ait des débats, pour qu'il y ait possibilité de retrouver des conditions minima pour un pluripartisme, pour un pluralisme culturel, pour un pluralisme linguistique, il fallait
un minimum de tolérance. Je pense que la paix civile exige que nos problèmes, tous nos problèmes, soient débattus avec tranquillité et sans tabou. C'est dans cette volonté que le Front des forces socialistes s'engage. Il a un passé d'un quart de siècle de lutte pour la démocratie, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va déserter ses responsabilités. Il entend apporter tout son poids pour la réussite et l'approfondissement de l'ouverture. La paix civile, fondée sur un ordre policier, sur la dictature, lancée où elle a mené. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui de faire le bilan d'un quart de siècle d'une gestion antidémocratique. Mais il faut quand même constater la faillite de l'agriculture, les faiblesses du système scolaire, l'incohérence des options industrielles. Et je dirais surtout le fait que toute la société algérienne a été mise entre parenthèses par un establishment politique. Le maintien et le renforcement de la paix civile sont devenus tellement difficiles aujourd'hui parce que des rapports, je dirais, des rapports sauvages ont été instaurés entre l'État et la nation. Je n'en veux pour illustration que la terrible répression qui s'est abattue sur notre jeunesse en octobre passé. Nous avons connu en Kabylie des situations dramatiques de ce genre. Mais l'explosion populaire elle-même n'est-elle pas aussi le résultat de rapports sauvages? Des Algériens ont des franchises politiques, ont des privilèges, c'est les Algériens du premier collège, et de l'autre côté, tout le deuxième collège, c'est-à-dire le peuple algérien, qui est dénué et privé de droits politiques. Des Algériens qui manquent d'eau et d'autres qui se remplissent les piscines. Des Algériens au chômage, une population aux prises avec des problèmes sociaux dont on ne s'est jamais préoccupé, et puis une nomenclatura qui n'avait pour souci que d'augmenter ses richesses. Je pense que l'injustice sociale, les injustices sociales sont des facteurs de déstabilisation et hostiles à la paix civile. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, l'ouverture démocratique doit être l'affaire de tous les Algériens et de tous les Algériens. Il faut que nous arrivions à remonter la phase de démobilisation, de dépolitisation qui a frappé notre jeunesse. S'il y a eu des émeutes en octobre passé, c'est parce que notre jeunesse a été coupée de son patrimoine de lutte politique. C'est parce qu'on n'a pas permis à cette jeunesse de faire un apprentissage démocratique. Je pense que la dépolitisation, qui était le corollaire, je dirais le support du contrôle policier, est une machine de guerre contre le patriotisme, contre le civisme des citoyens et des citoyennes. Lutter donc pour la paix civile, c'est aussi, par conséquent, lutter pour le succès de l'ouverture démocratique. Il faut d'abord nous mettre d'accord sur une chose.
l'explosion populaire d'octobre dernier et l'extraordinaire sursaut de notre jeunesse, de notre peuple, exprime une volonté, une véritable volonté de changement. Il ne s'agit pas donc de changer un clan au pouvoir par un autre clan, une personne par une autre personne, mais d'aller vers un véritable ordre constitutionnel, un état de droit et un état de justice où il n'y aura pas de laisser-pour-compte sur le plan économique et social, sur le plan culturel. C'est dire que si nous avons applaudi aux réformes votées par référendum, si nous avons applaudi à toutes les mesures qui vont dans le sens du pluralisme, dans le sens d'une liberté de la presse plus grande, il reste que toutes les carences, tous les retards enregistrés dans la mise en application des réformes proposées témoignent d'une carence fondamentale. Le fait que la transition ne soit pas confiée à une administration neutre, à des personnes qui sont connues pour leur passé dictatorial, je dirais même, qui symbolisait le principe policier. Nous n'avons pas à prendre parti pour telle ou telle personne. Mais si les accusations portées contre Merba, Premier ministre, concernant le fait d'avoir retardé et perverti le processus démocratique s'avérait exact, cela ne nous étonnerait pas. Parce que, effectivement, cette personne n'était pas indiquée, vu son passage à la tête de la sécurité militaire, pour représenter des espoirs de toute une jeunesse, de tout un peuple qui a soif de s'exprimer, qui en a assez de l'arbitraire et des mésaventures policières. Je pense que nous avons payé le prix de ces mésaventures. Ali Messili, dont tout le monde connaissait les professions de foi démocratique, le patriotisme et la volonté pacifique de participer à une Algérie démocratique, Ali Messili a été tué à la veille de l'ouverture de ce processus. C'est donc pas nouveau pour nous de voir des gestes qui contredisent des professions de foi. Tout se passe comme si, après l'assassinat d'Ali, dont tout le monde sait maintenant après la parution de mon livre, l'affaire Messili, qu'elle a été exécutée par la sécurité militaire, tout le monde pense qu'un régime démocratique, moins que tout autre, a le droit de dépénaliser un assassinat. Je voulais simplement, par cette référence à un ami qui m'est cher, rappeler que probablement la perversion ou les risques de perversion du processus démocratique n'auraient pas lieu
s'il y avait une option déterminée d'aller vers l'élection libre d'une constituante souveraine. C'est pour cela que le Front des forces socialistes maintient son objectif pour une élection d'une nouvelle assemblée constituante. L'échec de la mission de la première assemblée constituante nous fait un devoir beaucoup plus grand, tout en acceptant et en saluant les réformes octroyées, d'aller vers le b.a.-ba de la démocratie, c'est-à-dire l'élaboration d'une constitution qui sera celle de tout le peuple algérien par une Assemblée nationale constituante. Et pour préparer ces élections, une administration loyale qui jouerait le jeu démocratique, c'est-à-dire qui ne chercherait pas, comme cela semble tout à fait le cas, à faire du FLN, non pas, non plus, le monopole politique en Algérie, mais la force hégémonique autour de laquelle graviteraient quelques groupuscules, à l'image de ces groupuscules paysans dans les pays de l'Est. Le FFS est conscient, à cette étape-ci décisive de notre pays, que c'est dans la mesure où on permet aux mouvements politiques de s'organiser librement, de devenir des interlocuteurs sociaux représentatifs, que nous pouvons sortir de la crise. Je pense que le petit jeu de la division, le petit jeu de la manipulation auquel se livrent, j'imagine, quelques notables policiers ou non contre le FFS, ne va pas très loin. Il s'inscrit en faux contre la volonté par ailleurs proclamée d'aller de l'avant dans le sens de redonner au peuple algérien sa souveraineté pleine et entière. On m'a fait grief d'avoir sorti un livre, l'affaire Messigli, sur les conditions qui ont vu la disparition d'un cadre important de la Révolution, d'un cadre qui aurait pu être décisif dans cette phase de transition de la dictature à la démocratie. Mais qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que pour nous, pour les Algériens, l'ouverture, elle est irréductible au multipartisme. Il ne suffit pas de créer un parti pour être des démocrates. On a vu autant de Farouk sévir de multiples partis politiques. C'est aussi la justice. Que je sache, un référendum a fait passer la séparation des pouvoirs et a insisté sur l'importance de l'autonomie du pouvoir judiciaire. Je m'inscris donc dans cette perspective du respect du pouvoir judiciaire. Je demande justice pour un homme qui s'est battu pour les mêmes idées, pour les mêmes idéaux qu'une partie du pouvoir semble vouloir faire triompher dans notre pays. Je pense que l'affaire Messigli
fait partie de toutes ces affaires qui montrent que certains conservateurs qui conservent, entre guillemets, les droits acquis de la Révolution, fermez les guillemets, certains conservateurs qui ne veulent pas d'un changement continueront à perturber ce processus s'il n'y a pas une administration honnête et neutre, susceptible de préparer un climat et des institutions capables de préparer l'élection d'une Assemblée nationale constituante. Tels sont, chers compatriotes, les quelques mots que je désirais vous communiquer. J'espère que j'aurai bientôt l'occasion d'échanger avec vous des opinions. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur certaines phases historiques avec la participation de mes adversaires. J'espère surtout que nous aurons l'occasion d'aborder ensemble les problèmes de l'édification, du développement de l'Algérie. Car le pluralisme politique n'est pas un but en soi. Le but, ce n'est pas de se diviser en familles politiques différentes, en clans différents. Il faut qu'une démocratie puisse être instrumentalisée par des mouvements sérieux, responsables et nationaux, cela va sans dire. Mais ce qu'il ne faut pas jamais perdre de vue, c'est que le but, c'est la mobilisation des énergies pour résoudre les problèmes qui affectent notre société. C'est le problème du chômage, c'est le problème sanitaire, c'est les problèmes du logement, qui sont des problèmes terribles dont les retombées sociologiques ne finissent pas d'hypothéquer la vie de nos compatriotes. Un autre développement avec la démocratie va s'offrir aux Algériens. Il faut que tous et toutes puissent être partie prenante. C'est dans cette perspective de discussion avec vous, d'échange d'idées, de colloques avec les divers mouvements politiques que j'inscris mon retour, car n'oubliez pas que j'ai envie de retourner dans mon pays. J'ai quitté mon pays depuis 1951, fin 51. J'y suis retourné pour une année ou deux. Pratiquement, je n'ai pas vécu une vie normale dans mon pays. En 1945, j'ai eu le suprême bonheur d'être un des premiers maquisards avec l'équipe de lycéens de Benakloun. Mais je n'ai pas vécu une vie normale jusqu'à 51. Alors, mon désir, c'est de retourner dans mon pays pour le servir de nouveau. Je ne viens pas en historique, je viens en militant. Il y a un proverbe arabe qui dit الفارس من راكب اليوم استقبالي تدنيني امناي دوين يوزل نسا ينزل ان شاء الله. Je retourne dans cette perspective de participer à l'organisation démocratique du FFS à l'échelle nationale. J'espère que le système policier n'existera plus dans notre pays et que nous n'aurons pas à subir les infiltrations, les manipulations qui n'iront pas très loin, qui ne peuvent qu'occasionner des désordres
au lieu de responsabiliser les hommes et les partis politiques. Je rentre dans mon pays, mais je rentre aussi. Il faut vous mettre un peu dans mon état d'esprit. Dans un pays où Abdelmalek Amalou, l'assassin de Messili et ses commanditaires, circulent librement. C'est un problème que je ne peux évacuer dans ma conscience. Il appartient aux autorités de réfléchir à cette situation et de bien considérer que je ne cherche pas des prétextes, je ne cherche pas des alibis à ma volonté de retourner dans mon pays pour jouer loyalement le jeu de l'ouverture et apporter avec une certaine expérience ma contribution à l'instauration de l'ordre démocratique. J'espère que cette contribution sera réelle. Je crois dans mon devoir de passer une expérience au sein de mon mouvement, au sein de la société algérienne, mais je crois aussi qu'après un délai respectable où l'on ne dira pas que je fuis mes responsabilités, que je déserte le terrain politique, je puisse aussi avoir, en tant qu'homme, le droit d'exister, de choisir un métier, de choisir mon occupation. Un métier que l'on aime, c'est l'idéal d'une vie. Un métier où l'on se fait des amis, de vrais amis, pas des amis de hasard, pas seulement des militants qui vous aiment bien quand vous leur donnez une permanence et qui se mettent à découvrir vos défauts et vos erreurs politiques dès que vous cessez de leur verser la mensualité. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas pu m'inscrire au barreau. Je me suis étourdi dans le travail nuit et jour pour arracher ma licence à Lausanne. J'ai eu ma licence, mais je n'ai pu m'inscrire nulle part, ni au Maroc, ni en Tunisie, ni même en Libye. Aujourd'hui, j'ai envie d'exister par moi-même. J'ai envie de faire du journalisme. Et mon idéal, c'est de mettre sur pied un journal d'information dont je souhaite qu'il puisse avoir comme aire géographique tout le Maghreb. Je sais que mes états d'âme ne vous intéressent pas, mais n'était un homme comme celui-ci, Messili, dont les qualités humaines sont remarquables, n'était la mémoire d'Aït Medri Blaïd, n'était la mémoire de Temzi Tahar, de Mouachrif, de Simoussa, de tous ceux très nombreux que je ne peux citer qui ont donné leur vie pour que l'Algérie vive et continue à être aimée dans le monde, à rayonner dans le monde par son exemple démocratique. N'était cela, eh bien, il y a longtemps depuis que j'ai décidé de rempiler et de ne plus faire de politique à l'échelon du leadership, tout au moins. Et qu'est-ce que vous voulez, quand je vois des hommes, des jeunes comme Saïd, qui auraient pu être à l'Aïmèche, faire des erreurs stratégiques monumentales sur le plan du rôle de la Kabylie, cette région d'Algérie, dans le cadre de la démocratisation de l'Algérie, de tout le pays. Quand je pense que j'aurai à combattre des jeunes qui ne sont pas renseignés sur mes positions, qui simplement suivent un homme, qui n'ont aucune raison d'être en différence par rapport au programme politique, culturel du FFS. Quand je pense
qu'on me crée des difficultés avec des gens qui étaient mes amis les plus proches. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je pense qu'il faut vraiment être un mordu de la politique, un drogué de la politique pour continuer à se battre avec ses propres amis. Voilà. Il reste que mon devoir est d'amener le FFS à s'organiser d'une manière démocratique, à avoir un congrès où tous ceux qui ont fait son honneur, sa gloire, les anciens maquisards, aient leur place, une place active et sérieuse, où toutes les générations et les couches sociales, notamment les travailleurs, les femmes qui sont laissées pour compte, puissent également avoir leur participation. C'est cela mon but, donner l'exemple d'un congrès transparent. Mais un congrès qui ne soit pas truqué, comme tous les congrès du FLN. J'ai trop vécu la crise intérieure du FLN et les crises successives qui ont débouché sur de faux congrès pour ne pas faire attention et ne pas s'engager dans des réunions de pouvoir dont le seul but, c'est de faire monter X ou Y. Or, toutes ces histoires de conseil national, etc., ne sont que l'expression d'une volonté de puissance, d'un amour du pouvoir qui me sidère et qui se manifeste non seulement au niveau des appareils de gestion politique, mais aussi de la société. Donc mon but, c'est d'amener le FFS d'une manière collective, en organisant d'abord les sections, en permettant aux militants d'élire le responsable, d'élaborer un programme, des débuts de programme, des projets de programme, pour qu'au FFS, au congrès du FFS, on puisse présenter au peuple algérien un projet politique sérieux. Voilà, à partir de là, je crois, je pourrais dire que ma mission à ce niveau-là, au niveau d'un mouvement, est terminée. Il faut, en tout cas, se mettre dans la tête que nous n'avons jamais renoncé à nos revendications culturelles. Pour nous, la culture de l'Algérie, c'est l'islam. L'islam qui est une religion de générosité et de tolérance. L'islam en tant que civilisation. L'islam en tant que référence de dignité personnelle et de véritable solidarité. Je crois indispensable de dire que nous n'avons pas le droit de mêler la religion à ce qu'il y a de profane, de l'impliquer dans la politique qui est une affaire de gestion pure et simple. La politique jusqu'à maintenant, la religion malheureusement a été exploitée par des hommes politiques pour arriver au pouvoir, sacraliser les hommes au nom de Dieu, au nom de l'islam, au nom de la révolution ou au nom de l'histoire. Il faut se mettre dans la tête qu'il n'y a pas 1000 façons de gérer un pays, comme je le disais tout à l'heure, ou la façon démocratique ou la façon policière. Que cette façon se fasse au nom d'une religion révélée ou d'une religion d'extrême gauche. Deuxièmement, ma référence, l'arabité. La langue arabe, c'est notre langue. La langue arabe, la culture arabe fait partie de cette notion de Uruba que nous aimerions voir rayonner dans le monde par l'élévation de la pensée, par sa modernité. Il ne suffit pas de proclamer l'arabité comme on le fait dans certains pays du Moyen-Orient pour que la culture arabe soit préservée et promue. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, au nom de l'arabité, combien de pays vivent dans le désastre, combien de pays au Moyen-Orient ont été cassés dans leur économie, dans leurs valeurs
et dans tout ce qu'elles ont de plus sérieux. Par ailleurs, la deuxième composante de la personnalité algérienne, c'est la culture amazigh. Je pense qu'aujourd'hui, notre devoir, ce n'est pas de remettre sous le boisseau cette revendication qui me semble plus que millénaire. Pour une fois que l'Algérie va se démocratiser, elle a le droit de n'exclure personne et surtout pas une culture qui a apporté à l'Algérie, pendant la guerre de libération notamment, toutes ces valeurs d'honneur et de solidarité qui ont fait qu'elle a été et qu'elle sera, j'espère, un exemple dans le monde. Mais il ne faudrait pas faire de la berbérisation, entre guillemets, comme on a fait l'arabisation. Il nous faut des programmes sérieux qui montrent que nous voulons élever le niveau des intelligences et des consciences et non pas les abaisser. Nous ne devons pas faire des erreurs dans la programmation de cette culture. Il faut au contraire qu'elle apparaisse, qu'elle s'inscrive dans la perspective de cette nouvelle Algérie que tous les enfants de l'Algérie doivent construire. لهنا والسلام هما الشرطان الأساسان باش نبنيو الجزائر الجديدة، والشرط الأساسي باش نسترجعوا الأخوة ونسترجعوا القيم الثورية اللي رفعت بلادنا في الرأي العام العالمي وخلدتها في أثناء الثورة التحريرية. ده واجب على كل واحد منا باش يدعي للسلام ويدعي للأخوة. واجب علينا باش ما ندنسوش ما نورطوش القيمنا العليا كما العروبة والتمازيغ والإسلام في مسائل الحكم، في نزاعات الحكم. يظهر لي بلي الجزائريين كلهم يعرفوا معنى التضامن والأخوة، يعرفوا بلي الإسلام موش إكراه، لا إكراه في الدين. ما يلزمش ينساو الدعوة اللي يدعينا القرآن الكريم، الإخوة المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا. مع الأسف في كثير من الدول الإسلامية راه نسينا هذا الأساس، نسينا السلام ونسينا الأخوة ورجعنا نتقاتلوا بعضنا بعض. يلزم الجزائر كما كانت قدوة، كما كانت مثال في الحرب التحريرية، ترجع مثال في استتباب السلام باش نبنيو كلنا هذا البلاد باليقظة وبالإرادة القوية، باش نشاركوا في التشييد وبناء الجزائر، تشييد ديمقراطي وبناء. يجب على الجزائريين والجزائريات يخرجوا بلادهم من الأزمة، من أزمات الحكم، باش يرفعوا بلادهم. واجب عليا نعطيكم نصيب من التجارب اللي فت عليها، والدرس اللي تعلمته هو ان ما كانش حكم اسلامي وحكم عربي او حكم امازيغي او حكم شرقي او حكم غربي، كان حكم ديمقراطي وكان حكم بوليسي. مثل ما كانش كيمياء فرنساويه وكيمياء غربيه وكيمياء شرقيه، فيزياء شرقيه وفيزياء غربيه، كان علوم. وعلم التسيير هو علم بنفسه. ما نساوش باللي في عهد ستالين خرج واحد اسمه ليسانكو.
اللي قال بلي كاين علم بروليتاري تاع العمال وعلم برجوازي. النتيجة هو أن العلم اللي بناو به القنبلة الذرية ماهوش علم بروليتاري، علم غربي. وفي نفس الوقت الاختراعات اللي كان ليسنكو تكلم عليها في ميدان الفلاحة أسفرت عن فشل كبير كما نلاحظوا الآن يعني في الاتحاد السوفيتي. وصلهم الإخفاق في الفلاحة للدرجة اللي راهم يطلبوا من أمريكا باش تعينهم يغذيوا الشعب نتاعهم. الشاعر المصري: ارفعوا دولتكم على العلم والأخلاق، فالعلم وحده ليس يجدي. العلم أولا والأخلاق أساسا. لازم الأخلاق قيمنا الدينية وقيمنا الوطنية تجيبنا أكثر وما تنقصناش في الإرادة الديمقراطية. لازم نطبقوا هذا العلم الديمقراطي في التسيير، وفي نفس الوقت نستعملوا نقويوا القيم نتاعنا القومية المغربية باش نوريو للعالم وخصوصا للشرق العربي اللي هو في حاجة إلى مثل ديمقراطي ناجح، نوريو لهم أن يمكن نسيروا بلادنا بطريقة متمدنة بدون ما نبذوا القيم الأساسية نتاعنا. أيث مثلا يستمع أزول في اللون. السلام عليكم. ذيك ربما ساقا نمزر الرغباو ذا الرغبة وين تتشا الغربة السلام هذيك شمال مورثيس هذي زور يزخوانيس هذي زور الحبابيس وهذي يخدم الواجبيس كي الواجبيو نكمل ان شاء الله الحركة كان نبدا دي 63 ننوغا افيسغ تمورثنا ذوك لي قرقازن ننوغ باش هاد نسوكس ثمورثنا ذي الحكم شرطوح وتنسدد اف المند بقى استشهد اما ذي ثورة اما من بعد الثورة من نعنا نخدم الحركة قلنا وقمنا غذي خصمن كوني نبغى كان أترف التمورثنا أتنبنو نبغى الجزائر أما كنت لا الجزائر نير كلي أرثي لي غساقين الجزائر الجزائريين نير كلي هي ثمات نورسي عبا شاوني نير ذا جديد الساقين سلمية ظلي أتزرى مورسي عبا شو بدلن ذي العقلية ثلاثي يوث يمكن تبدل أو نديني عقلي 63 سنة ديال عمري إلاق أجف غيماني ذي الحرمة ذي السر أجف غيماني ما سمي ولا أزتكلا أفاقي ذا ريسيرن الحركة قلنا ذرا الخلافات ديبانان لا شاهدين تزرع مير كله أي دفن العيوب أما قل مزيان أما بندوكان ويزري بنادم نسارا يتسهل أنبو يفارا يتسهل كتفرض يزيك ديال ربي تفرض قرقاز دقا ذي العقال كوني دي زوارن نبغى نخدم لا ديمقراسي في مورثنا يكوني يقنحافن نكوني يكتوثن أشحال بواث مثلا يكستشهدنا فلاسن يعرفوا ربي لو كان ماشي ذوذ من السن لو كان ماشي ذوذ من علي مسيلي فلاس يعرفوا ربي نتمزي طاهر فلاس يعرفوا ربي نسي موسى موح شريف ذاك هذي موزمي غارك اثني دينير
هاد فلاس يعرفوا ربي تلاقى ذا شويه بين دي تاكارين كينا ضروحات سناغا غافي الحكم دي ثمورتنا إيه العيوب باكو في يتعدى الجبهه إلا قران غالي ديك السن كونيا سولا اف اف اس دوا كيد الواجب يمكن إيه السا مرات وليم الاسقارن عليم سيلي ماشي زلا سميتين غندا شي دي قران الا كيو مسلاي دي قران مرات ولي نكون دي قران سرس تزممت باش نستعرف في الله يا ناس اتزا ناس قارن واستعرف على ذاك كاينش يروح عند يركاز يروح للجماعه الناس نروح زر السي الحافظ باش هادي التسكيه وكذا رئيس سنين تسرسن تزمم تسني قارو شورنا عرفوا راسي قاد نكون الا نقم قبل الراي غادي يسدد لو كونساي ناسيونال بروفيزوار يعني غادي يقام فيه جماعه راه تيسدد النتا ماشي راه يسدد لو اف اف اس اي ثورو اما كنقارن المثل تساويني مغارن زيك ام بوحمر كنقارن مقرقور الناس شادين الناس يكاو ثاقشتيو يوث الحاجه ونتيني او نغرسيني سفرا او نتني نهدو باش تزرم باللي الروح الا نزيك الروح ونقبل راه الباطل ونقبل راه سروث ونقبل راه الكذب مازال ذوينا وزبر غارا وندغر غير كل يسفرا ساعة يونن نشتيلات سما غاس 3700 عباد ولكن ثماشي تاقات تفيس الغفلة أو النغرة كانت سيني مشطوحانا الغرور يعني الكثر مسلاي الغرور يستوق تسوقف في راد سروث يرخص وين يدي السولي يجم وجديك دي تفيدي اغريس الكبردي يتشبح يجر يفللي النيف الزهور النوغن النيف الزهر النوغن كوني فدن يوعرون زقوم تللي النيف الزهر النوغن كوني فدن يوعرون زقوم تللي اسفرو ويسين شتوات روحا من بدو اسمرا دي بدو دي طلامة ديكس النوباس يساعد الزمان ذا سارو وريض صوري يترو يسوهم كان ديال بعض الناس يزمر وين تيسفرو يجزم يفرو اركاز يبدنا في اللساس يتشور ديال الحق يتفرو يرقم سافو الكوليس يرسا تيلاس يدوني في بويواضو اي غراس يحكو يمي داخلي تشد في اللاس